Les uniformes, tu connais là? Non. Le kit, il est génial. Il est génial le pantalon. Sublime. Ici, il y a des choses aussi. Pas mal. Non. Ça fait. Très joli. J'adore la grande croix. T'as vu la croix, c'est joli. Vous voyez, il m'arrive d'avoir des châles aussi de la même époque. Des étoiles. Quand tu es arrivé à Paris, tu as eu de la chance quand même et tu as fait des rencontres assez extraordinaires. Est-ce qu'on peut parler de Jean-Jacques Picard, de Christian Lacroix, de Françoise? D'abord, Jean-Jacques, à l'issue de mes 2 années donc ESMOD, je passe un jury de fin d'année. Le jury de fin d'année de l'école ESMOD était à l'époque exceptionnel. Rédactrice en chef de tous les grands magazines, grands industriels, tous les stylistes représentés, de Thierry Mugler à Jean-Paul Gaultier, Anne-Marie Beretta. Ils étaient tous présents. Et Jean-Jacques Picard, peut-être moins connu par le grand public, mais en tous les cas très respecté dans le milieu de la mode, m'a présenté Jean-Louis Dumas Hermès, qui cherchait à l'époque une nouvelle équipe pour le bureau de style. Et Françoise Lacroix, c'est à ce moment-là que... Tout à fait. Donc, en fin de compte, effectivement, j'étais pas convaincu par Hermès, mais quand j'ai eu le premier rendez-vous, j'étais fasciné par le musée, qui justement se rapproche de ce que j'aime dans la tradition, les objets qui ont des histoires, la culture, les racines, l'authenticité. Et j'étais fasciné. C'était un vrai conte de fées. C'était comme un château hanté, le musée au premier étage, un petit peu poussiéreux, mais juste ce qu'il fallait. Et j'ai eu un coup de foudre. Et donc là, j'ai dit tout de suite oui à Jean-Louis Dumas par l'intermédiaire de Jean-Jacques. Et Françoise Lacroix est engagée simultanément pour être coordinatrice du studio chez Hermès. Donc Bernard Sens dessinait l'homme, je dessinais la femme, et Françoise était responsable du studio et donc faisait que moi je rajeunisse un peu ma femme entre guillemets, parce que je dessinais des collections très sobres, très sérieuses pour une femme très élégante, un peu d'âme, et Bernard dessinait des rockers de cuir très hard. Donc, pour que le couple soit crédible et que ça fasse pas le gigolo avec une vieille dame, elle essayait d'équilibrer, moi rajeunir un petit peu, me donner du peps dans mes créations, et Bernard lui demandait de faire un homme un peu plus sobre pour Hermès. Dans le dossier d'Éric Bergère, enfin de ce jeune étudiant qui avait à peine 20 ans, il y avait de magnifiques manteaux. À mon époque, on appelait ça des manteaux de voyage. Et l'ensemble de son dossier reflétait vraiment un sens d'une élégance moderne et intemporelle. Ce que je sais, c'est que moi, en voyant son dossier, je savais que j'allais l'embaucher. C'est-à-dire que le lendemain, je lui ai dit de me téléphoner. On a discuté, je lui ai fait rencontrer Jean-Louis Dumas Hermès, le président de chez Hermès. Et Jean-Louis Dumas Hermès, qui est un formidable patron, lui a donné sa chance tout de suite. Et il a dessiné, en sortant de l'école ESMOD, il a dessiné tout de suite sa première collection Hermès. Il n'était pas tout seul, il y avait une équipe, dont Françoise Lacroix, dans cette équipe, qui était aussi une manière de l'encadrer. On s'est beaucoup amusé. Lui, il avait une espèce de sévérité, d'austérité, de goût déjà très établi. Il voyait une femme d'un certain type, il était très construit. Et ça me paraissait, incroyable. La maison Hermès sortait d'une période un petit peu conventionnelle, on va dire. Conventionnelle, il est arrivé avec quand même l'idée que on pouvait peut-être mettre des couleurs, ou que ces fameux carrés Hermès, on pouvait peut-être les re-regarder d'une autre manière, qu'il suffisait peut-être d'une coloration différente pour que d'un seul coup, ça ait l'air d'autre chose. Il faisait des choses splendides. Je me souviens de grands manteaux en cachemire blanc. Et moi, j'étais mannequin à l'époque. Je faisais déjà un vieux mannequin. Enfin, je travaillais depuis un moment. Et alors, il me parlait comme une vieille dame respectueuse. Je devais avoir dans les 25 ans. Et puis... Et alors tout le monde nous taquinait beaucoup parce qu'on disait qu'Éric avait l'air d'être mon petit frère. Les gens trouvaient qu'il y avait une ressemblance physique comme ça. Et avec moi, il a eu des attitudes amicales d'une façon très étonnante. J'en reviens pas.
Par exemple, quand j'ai commencé mon affaire avec mon nom et tout, il fallait que je dessine des collections toute seule. Et donc Eric est venu m'aider. Et lui, c'était un styliste avec de l'expérience et déjà un nom et déjà reconnu, qui travaillait pour Lanvin, qui était une grande maison. Et puis alors, il a complètement oublié son ego et il a tout fait pour moi en pensant que c'était mon style, ma collection. Et c'est complètement effacé, enfin, c'est-à-dire qu'il apportait toute sa connaissance et puis toute son aide pour m'aider à faire ce qu'il imaginait que je devais faire. Et c'est drôle comme les rôles sont inversés parce qu'avant moi j'étais un vieux mannequin qui était dans la mode depuis longtemps, puis lui c'était un jeune styliste. Et puis là moi au contraire j'étais jeune styliste qui débutait, aidé par un styliste d'expérience. Maintenant on ne travaille plus ensemble mais très souvent je le regrette. Vous avez vu comme il est sérieux, non? Comme il est sérieux. Son principal charme tient à ça, c'est que c'est un mélange entre quelqu'un de très joyeux qui peut vous faire beaucoup rire, et puis un fond de sériosité, puisque je crois que le mot existe, de sériosité absolue, c'est-à-dire, oui, effectivement, il est sérieux. Tu es dans ce livre de Mario Testino, c'est à peu près à la même époque, la rencontre? Oui, donc un destin passe par des rencontres, et quand j'ai rencontré Mario par l'intermédiaire de Françoise et Christian à Londres, lui commençait un petit peu à faire carrière à Paris, mais était connu pour les catalogues de Comme des garçons. C'était un photographe avant-garde, mais basé entre New York et Londres. Avec une bande de copains, on a commencé à voyager avec Mario, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le tour du monde. J'avais jamais voyagé parce que j'ai dû foncer tête baissée chez Hermès, et c'était très peu de vacances et beaucoup d'investissements personnels, donc j'avais rien connu. Je veux dire, je venais de 17 ans, 19 ans, j'étais engagé, j'ai eu la chance de ne pas connaître le chômage, mais en même temps, j'ai travaillé comme une bête et j'ai rien vu. Et j'arrivais à me cultiver plus ou moins par le cinéma, par les musées, les expos. Mais je pense que les voyages font partie vraiment intégrante d'une ouverture d'esprit. Et donc, entre 89 et 95, j'ai voyagé beaucoup, soit en suivant les voyages de Mario, soit avec des amis en commun, pour découvrir le monde. Et ça a été donc une grande rencontre avec le monde, avec l'Amérique du Sud, avec l'Inde, le Japon. Alors Eric, maintenant on va parler d'Éric Bergère. La première collection, c'était la rue Dieu Notre-Dame. Et chaque collection a un nom de lieu. C'est assez étonnant. Comment ça t'est venu, ça? Alors, d'où c'est parti? D'ici, parce que, donc c'est l'atmosphère, un petit peu une chapelle, un petit peu sacrée, alors où on cherche les idées. Et puis Notre-Dame, parce que j'ai visité par hasard les trésors de Notre-Dame, où est exposée la tunique de Saint-Louis, qui est une tunique trapèze, très simple, entre une djellaba et un grand pullover maxi. C'est une forme très simple, très zen, biblique, et pour cause. Donc, en fin de compte, ça a été le point de départ de cette collection, qui devait être une petite collection de mailles. Alors, j'avais décliné des pulls trapèzes, des robes trapèzes, fendues quand même pour que les robes soient sexy, en matière fluide, de la viscose, comme une seconde peau, inspirée de cette tunique de Saint-Louis, qui avait une petite croix inversée pour les finitions. Donc, j'ai repris cette petite croix inversée, et c'est devenu mon vêtement inspiration et symbole. La deuxième, on commence à voyager entre Biarritz et New Delhi. Alors, New Delhi, parce que je suis parti en Inde à Noël, et que c'était un choc de culture, choc de civilisation, les animaux qui vivent avec les humains dans la ville, un embouteillage, vous avez des singes qui sautent sur votre capot, des chameaux à droite, des éléphants à gauche, et c'est vraiment un monde extraordinaire où l'an 2000 côtoie la jungle et la nature.
Et puis des pièces qu'on trouve sur le trottoir, un petit chapeau en fourrure qui vient de la montagne, de la